Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec ma première invitée, on va parler de ce livre, La drôle de vie de Liz, qui sortira, qui est déjà en magasin, mais dont le lancement officiel pour la Montérégie aura lieu samedi prochain à la Librairie Moderne. Vous la connaissez bien parce qu'elle est co-animatrice de Sport Express, elle est athlète, conférencière, auteure, animatrice, enfin bref, elle a plusieurs flèches à son arc. Il s'agit de Lisanne Richard. Lisanne, bonjour. Allô? On va se tutoyer parce qu'on est des collègues de travail quand même. Oui. Ben oui, c'est ça. Donc, j'en parlais, Drôle de vie de Liz, c'est un roman jeunesse donc, que tu as lancé. Parle-nous-en un peu. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est vraiment excellent. Bien, ça, j'en doute pas. Peut-être que j'ai un parti pris. J'en doute pas. Mais en fait, moi, j'avais la chance d'avoir déjà une biographie autorisée. Oui. J'avais été approchée par une autrice, Myriam Jézéchiel, puis elle avait fait la démarche avec Flammarion et tout, puis ça a vraiment super bien fonctionné. Je l'ai encore, il est encore en vente, puis c'est vraiment agréable d'avoir un livre, là, surtout lorsqu'on se présente pour des conférences. C'est le fun, ça laisse une trace, les gens peuvent se le procurer puis continuer à en apprendre sur nous. Mais je voyais beaucoup de jeunes acheter ma biographie, fait que je me disais, ça me prendrait quelque chose de plus adressé à eux. C'est pour ça qu'on se lance dans l'aventure du enfant jeunesse. Et puis, Flammarion Québec, ça fait partie de Gallimard. Donc, Édito, c'est comme la version de Gallimard qui fait du enfant jeunesse. C'est pour ça que c'est avec Édito, c'est tout de même la même équipe avec qui j'ai travaillé. Et puis, c'est vraiment le fun. C'est romancé, mais c'est mon histoire. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est plus humoristique là, que le premier livre, donc ça me ressemble encore plus. Donc, en fait, c'est la Lisanne Richard plus jeune, c'est oui, ça? Oui, c'est l'entrée au secondaire. Donc, vraiment, on parle d'une transition. Dans le livre, il y a plusieurs messages. Dans ma biographie, c'était comme ça aussi avec Flammarion et Édito. Il y a quand même des pistes de réflexion à la fin de chaque chapitre. Donc, dans ce livre-là, c'est le conseil de Lisanne. Mais c'est vraiment pas moralisateur. Ça pousse juste à une réflexion puis une perception rendue adulte de la situation qui s'est passée lorsque j'étais ado. Mais c'est ça, c'est mon époque d'entrée au secondaire parce que moi, j'habitais au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'époque et puis j'ai quitté ma famille. J'étais allée vivre dans une autre famille pour pouvoir faire le plongeon, faire le sport-études en plongeon. Il y a plusieurs joueurs de hockey qui font ça, notamment, mais toi... Moi, c'était en plongeon. C'est ça, exactement. Donc, il fallait que tu te déracines de ta famille pour pouvoir poursuivre ton rêve, dans le fond. Oui, puis en secondaire 1, fait que c'était vraiment tôt. Là. Moi, j'ai 3 enfants, bien 5 avec les beaux enfants, puis vraiment, à l'arrivée là, de... Moi, ma fille Flavie est en 6e année maintenant, elle s'en va en secondaire 1 l'an prochain. Je regarde ça, puis je me dis, my God, je serais pas capable de la laisser partir. Puis ça s'est passé quand mes 2 garçons qui sont plus vieux sont arrivés aussi. Donc, j'en reviens pas que mes parents me laissaient faire, mais ils m'ont dit, tu avais tellement une tête de cochon, fallait qu'on te laisse aller. Donc, ce livre-là, c'est un peu ton cheminement depuis donc le secondaire pour en arriver à ce que tu es aujourd'hui. Bien, pas tant que ça, parce que c'est vraiment condensé début du secondaire. Donc, mais par contre, au niveau du prologue et de l'épilogue, c'est un épisode plus récent. C'est mon plongeon record à partir de l'hélicoptère. Donc, ça se passe vraiment dans la vie de la Lisanne actuelle. Mais il manque des bouts, là. Il va y avoir des suites. Il y a tout mon bagage en cirque également. Alors, c'est le souhait de faire 2 ou 3 livres minimum avec la drôle de vie de Liz. OK. Mais comment elle était, Lisanne Richard, jeune, secondaire 1, là, dans ses rêves, dans ses pensées? Oui. Elle était déterminée, mais elle était craintive quand même, puis elle était maladroite. Pas mal comme moi aujourd'hui, là, dans le fond, là. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun, cet univers-là, parce qu'il y avait plus de place à l'anecdote que dans une vraie biographie, parce que ça deviendrait trop long. Ouais. Plus de place à l'anecdote, à l'humour, aux relations, plusieurs personnages. On s'est permis de changer le nom des personnages pour que ce soit plus actuel, pour toucher aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est comme un mélange de ma vie, de celle de ma fille, parce que là, ma fille est à cette époque-là, puis s'est inspirée un peu. C'est quelque chose qui nous relie, ma mère, ma fille et moi, parce que j'ai l'impression parfois que je suis la jeune Liz, mais d'autres fois, je suis la mère. Puis ma mère est présente aussi dans le livre, justement, parce que c'est notre histoire. Donc, à cet âge-là, est-ce que tu avais déjà ce rêve-là d'être une athlète professionnelle? Oui, mais ce qui est curieux, en fait, c'est qu'à cet âge-là, moi, j'avais le rêve olympique, comme plusieurs des jeunes athlètes. Et puis, c'est ça qui est trippant aussi, je trouve, dans mon parcours, c'est que j'ai tellement su toujours où je m'en allais que je me suis rendue à quelque part. Mais moi, dans mon sport, en plongeon de haut vol, il n'y a toujours pas de Jeux olympiques. Là. Donc, je suis championne du monde, mais je ne suis pas olympienne parce que j'ai dû quitter le plongeon à la fin de mes années de 3 ans en sport-études à Québec pour des enjeux de santé. Puis plus tard, je suis revenue. Donc, c'est ça. Dans le fond, quand on sait où on s'en va, on avance, puis ça va nous mener quelque part. C'est une des leçons aussi parce que
ça n'aurait pas été un bon livre s'il n'y avait pas de difficultés. Puis toutes les histoires de la vie, on a nos enjeux. Puis... Bien, ça peut servir d'exemple, dans le fond, pour quelqu'un, par exemple, qui peut-être, bon, on se transporte peut-être à l'âge de 11, 12 ans, peut-être, de 13 ans au maximum. Et on a toujours des rêves, on veut faire des choses, mais souvent, on ne sait pas si ça va nous amener à quelque part. Bien, peut-être que ça pourrait être un bon exemple pour ces jeunes-là, justement, de voir le cheminement que tu as fait depuis que tu as pris cette décision là, de déménager à Québec pour réaliser ton rêve. Oui, complètement. Puis le lecteur, vraiment, le groupe d'âge cible, c'est 8 à 14 ans. Mais moi, j'ai plein d'amis adultes qui l'ont lu. Ça se lit super bien. C'est vraiment le fun, là, tu sais. Puis on sent pas que c'est de la littérature jeunesse, sauf que ça touche des sujets des jeunes, les amitiés, les défis, l'adversité. Donc, tout ça est abordé dans le livre. Mais oui, c'est sûr que c'est trippant. Là, moi, il y a des jeunes plongeuses aussi qui m'ont écrit « Je l'ai lu, je me reconnaissais ». Mais ça ne s'adresse pas juste aux filles puis pas juste aux plongeurs. Là, vraiment à tout le monde qui a le goût de le lire, puis passer un beau moment, puis en même temps avancer des réflexions. Oui, c'est ça. Et j'imagine que ça a dû aider parce que c'est en 2021 que tu as sorti le livre. La biographie, oui. Oui, c'est ça. Ça a connu beaucoup de succès. Est-ce que le fait que ce livre-là ait eu du succès, ça t'a aidé dans l'écriture de ce livre-là? Bien, tout à fait, parce que moi, j'ai approché la maison d'édition avec qui on avait travaillé, puis j'ai dit, j'ai ce projet-là, puis ils ont fait, OK, viens nous rencontrer. Tu sais, d'habitude, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'approcher différentes maisons d'édition. Parfois aussi, les gens ne trouvent pas d'éditeur, puis décident d'y aller tout seul, mais moi, je les ai eus. Puis vraiment, ça a été formidable de travailler avec elle. Ingrid, Léa, il y a aussi une ghostwriter qui a travaillé avec moi, qui, elle, est vraiment spécialiste de l'écriture. Donc, tout ça s'est fait là, par un merveilleux travail d'équipe, puis le support là, de Édito, là, donc ça a vraiment facilité toutes les étapes. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile, l'écriture, ou c'est quelque chose qui vient naturellement? Moi, j'écris quand même beaucoup des blogs, puis je fais des contrats aussi, surtout dans le milieu touristique, là, avec réseaux sociaux, blogs. Puis lorsque je fais des chroniques, bien, je texte pas littéralement, mais je fais de la recherche, puis j'écris. Donc, puis j'ai déjà fait des blogs aussi pour le Parc olympique puis RDS. Là. Donc, j'aime ça, l'écriture, vraiment beaucoup, mais je préférais être entourée par des vrais pros pour aussi être vraiment actuel. Qu'est-ce qui se fait en littérature jeunesse en ce moment? On peut même voir la couverture, il y a un look de manga un petit peu, mais c'est ça la tendance. Là. On a vraiment été guidés parce qu'il y avait des pros pour nous guider. Puis j'ai adoré ça, mais justement, on parle de faire des suites, puis je pourrais être de plus en plus impliquée dans l'écriture, puis peut-être qu'il y a des parties que je vais proposer qui vont demeurer intactes, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que le résultat soit bon. Puis moi, je suis capable de le dire que c'est vraiment bon aussi parce que c'est pas juste moi. Moi, je suis fière de tout le monde qui ont travaillé autour, puis je suis impressionnée du talent des autres. Pour ça, je dis c'était écœurant. Mais si c'était mon projet tout seul, j'aurais pas la même certitude. Oui, c'est ça. Bien, ça serait sûrement moins bon, de toute façon. En tout cas, c'est intéressant. C'est surtout très facile à lire. Oui. Donc, pour les gens, peut-être les jeunes qui sont peut-être à leur première lecture. Oui, ça peut être un premier vrai roman, là, puis qui donne la fierté d'avoir passé à travers, justement. Exactement. Donc, je le mentionnais, il y aura une séance de dédicace samedi prochain, donc à la librairie moderne. Oui, puis ça va être le fun. On attend tout le monde à Montréal. Ça s'est super bien passé. On a même eu Novo qui était présent sur place avec Alex Perron. Puis ça va être le fun. Puis moi, j'ai eu mon concept aussi. Les gens viennent, puis ils se procurent leur livre, puis je fais des dédicaces, mais j'amène mon livre, puis je prends les dédicaces aussi au lancement. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bel échange. Wow. Donc, samedi prochain, c'est à 10h30? À 10h30, puis ça dure probablement 1h30, 1h30, 2h. Bon, j'invite les gens donc à y aller en fin de semaine. Évidemment, comme je le mentionnais, tu as beaucoup de flèches à ton arc. Évidemment, donc l'écriture, on l'a dit, tu es conférencière également. Tu vas participer d'ailleurs à une conférence. On en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine avec M. Michel Milot, mais peut-être parler de ta présence personnelle à conférence donc de la Chambre de commerce avec des femmes inspirantes. C'est le 20 mars. Nous en parler un petit peu. Bien oui, c'est une invitation que j'ai reçue. Ça va être super agréable. C'est pas la forme habituelle. Souvent, moi, en conférence, j'arrive puis j'ai mon heure complète ou la durée qu'on me demande. Mais là, c'est vraiment sous forme de panel. On sait quel sujet on va traiter. C'est à propos du mois de la femme, entre autres.
Mais ça va être super agréable. On est 3 personnes invitées, puis les 2 autres sont très inspirantes, donc ça va être des très beaux échanges. Donc, tu disais que c'est différent des conférences que tu donnes actuellement. Peut-être nous parler un peu de ce rôle-là de conférencière, là, parce que tu es de plus en plus sollicité, je pense, pour donner des conférences. Mais c'est vraiment le fun. Puis ce qui est bien, c'est que j'en ai vraiment plusieurs de montées, donc je peux m'adresser à tout le monde parce que je suis capable de cibler en fonction du client, si on peut dire. Donc, en milieu corporatif, souvent, on va parler de oser. J'en ai une conférence qui s'appelle Oser plonger, mais en milieu corporatif, c'est en entreprise et tout, c'est oser foncer dans le changement, malgré la peur. Comment on fait pour avancer malgré la peur, dépasser nos propres limites, le travail d'équipe et tout, ça fonctionne super bien. J'en ai une qui s'adresse aux primaires au complet. Puis là, le but, c'est vraiment de donner l'envie de se remettre à l'activité physique parce qu'on a constaté que les jeunes bougent de moins en moins. Ouais. Là. Dans le dernier bloc, j'ai un 15 minutes d'activité physique que j'anime puis que je fais avec eux. Mais de croire en eux, puis le plaisir et tout, donc on est là-dedans. Sinon, je vais aussi dans les clubs de sport, donc là, on va vraiment peaufiner là, sur la visualisation, la préparation mentale, la préparation à une compétition. Mais voilà, puis quand j'ai des sujets que je n'ai pas encore traités, ça me fait plaisir de les explorer. Puis j'ai tellement du visuel de soutien intéressant parce que mon sport, il est vraiment lourd de sens, là, de voir aller les images de mon sport. C'est porteur tellement, donc... c'est vraiment facile d'aborder différents sujets grâce à ça. Ton sport n'est pas un sport olympique, mais tu as sans doute côtoyé beaucoup d'athlètes olympiques. Ces athlètes-là, depuis des décennies, se plaignent du manque de financement pour pratiquer leur sport. Peut-être que tu n'as pas été touché par ça. Encore plus, en fait, oui. Bon, vas-y, explique-nous ça. Oui. Quel est le contexte de ces athlètes-là actuellement? OK. Bien, c'est clair qu'il y a un enjeu parce qu'on s'attend à maintenir l'excellence, mais tout ça, c'est par brevet, puis ça dépend du positionnement aux Olympiques précédents. Donc, ce qui est à dire qu'en plongeon, pendant plusieurs générations, on avait des médaillés olympiques. Ça a commencé avec Sylvie Bernier, on a eu Annie Pelletier, Alex Despatie, Roselyne, Mégane, Jennifer Abel, on en a eu plein. On est une très belle pépinière de plongeurs et plongeuses. Oui, puis la raison est que le plongeon est un des sports qui était plus subventionné que les autres puisque ça dépendait des résultats de la génération précédente. Donc, de la génération actuelle, ça donne du budget pour former la génération future. Par contre, les derniers Jeux olympiques, on n'a pas eu de médaille, malheureusement, puis on aurait pu, là, Kylie était vraiment très, très près. Mais là, le plongeon est un peu plus difficile à développer parce qu'on a perdu beaucoup de financement. On peut voir en patinage de vitesse que c'est un sport quand même de tradition d'excellence aussi, mais c'est parce que ça va de champion en champion. Mais il y a quand même un financement global qui est beaucoup moins élevé que dans plusieurs autres pays. Puis ce financement global-là a diminué même pour les sports qui continuent à performer. Mais moi, mon enjeu, c'est que j'avais 0 financement. J'ai toujours pas de financement. Bien, c'est par des commanditaires, puis c'est par... Moi, je ne suis jamais payée quand je plonge, finalement. Là. C'est juste que c'est une façon de... Bien, ça m'offre de la visibilité qui fait que je vais aller chercher d'autres opportunités de réussir à payer mon hypothèque. mais c'est ça. Mais le plongeon de haut vol, qui n'est pas un sport olympique, ne bénéficie d'aucun soutien. Et oui, c'est un sport professionnel, mais on n'est pas comme dans le tennis. Non. Puis au nombre d'événements par année, moi, je remportais, là, j'étais dans le top 3 mondial toute la saison, mais de toute façon, tout ce que j'arrivais à accumuler me servait à couvrir les frais, là, parce que ça demande un entraînement à temps plein d'être athlète de haut niveau. Donc c'est ça. Puis même, justement, même les sports qui ont du financement, c'était quand même pas assez suffisant pour les athlètes. Là. C'est quand même difficile parce que dès que les athlètes doivent faire plein d'autres choses en même temps, ça va avoir un enjeu sur la performance. Là. C'est pour ça qu'il faudrait réorganiser, mais en même temps, il faut voir, il y a un montant total, le pays, puis il faut que ce soit dispatché à tout le monde. Mais il faudrait peut-être mieux répartir peut-être l'enveloppe là, pour les athlètes. Peut-être qu'il y a trop de sports, mais en même temps, on veut qu'il y ait des sports pour tous les goûts. C'est la même chose en art. Là. Moi, je suis artiste de cirque, puis les subventions, puis tout ça, c'est difficile aussi. Il y a beaucoup... On est une pépinière à talent là, en art du cirque au Québec, puis c'est pas tous les projets qui arrivent à avoir le jour. Là, en fait, moi, j'inclurais sport et culture là-dedans, là, qui sont peut-être deux secteurs qui sont pas sous-financés, mais qui mériteraient peut-être qu'on accorde un peu plus d'importance pour développer le talent de ces deux secteurs-là. Je veux juste terminer par un autre aspect de ta carrière, c'est animatrice chroniqueuse. Bon, tu es co-animatrice ici, mais je sais aussi que tu es maintenant chroniqueuse au 5 à 7 à RDS, une émission sur laquelle j'ai travaillé pendant près de 13 ans. Comment tu aimes ça? Comment c'est? C'est vraiment le fun.
une super belle équipe. Puis ce que j'aime autant avec Sport Express qu'avec le 5 à 7 à RDS, c'est que je sors de mon sport, là. C'est le fun aussi pour moi là, de continuer de devoir m'informer, faire de la recherche, traiter d'autres sujets, toujours en gardant ma couleur, mais le faire différemment. Puis je suis également à TVA Sport avec les Red Bull Cliff Diving. Mais là, c'est complètement ma spécialité. Mais moi, j'adore ça, là, tout ce qui est média, j'aime ça, tout comme le spectacle, tout comme le plongeon, parce que mon but, c'est de toucher les gens. Puis le livre, tu sais, les livres, c'est ce projet-là aussi, c'est d'aller à la rencontre des gens plus de façon possible. Parce que moi, de toute façon, à la base, je suis artiste de cirque polyvalente, tu sais, capable de faire plusieurs types de numéros et tout. Donc là, finalement, je suis travailleur autonome polyvalente au lieu d'être seulement artiste de cirque. Mais c'est la beauté, souvent, d'être au Québec, d'être dans un petit marché et d'essayer de... Parce que si on se concentre sur un aspect de notre personnalité, souvent, on ne réussira pas à se bâtir, alors que si on touche un peu à tout, bien, on réussit à se bâtir une belle carrière. T'en es l'exemple. En terminant, tu salueras François de notre part. On pense à lui et je sais qu'il va de mieux en mieux. Il va être là samedi, fait que venez nous voir à la librairie moderne. Parfait. C'est ça. Donc, samedi prochain, lancement du livre Drôle de vie de Lisanne Richard. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Je ne sais pas si vous avez vu passer au cours des derniers jours dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu une espèce de minibus très spécial. En fait, c'est le Toutoubus. Ça transporte des chiens. Et ça répond à un besoin absolument incroyable dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous en parler, on a M. Georges Bourgeois, qui est l'instigateur de ce projet de service de Toutoubus, qui est le propriétaire de l'auberge Canine et Féline. M. Bourgeois, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. D'où vient d'abord cette idée, de très belle idée, de faire un Toutoubus, un transport, en fait, de chiens? Bien, en fait, on n'invente rien, ça existe déjà. C'est très populaire sur les plateformes comme TikTok, Instagram. Des gens qui ont un bus, qui amènent les chiens en autobus, qui donnent des gâteries, qui les amènent jouer. Ça fait plusieurs années que je veux le faire. En ouvrant l'auberge canine, je me suis rendu compte que les gens voulaient bénéficier d'une garderie de jour, mais n'avaient pas nécessairement toujours le temps d'aller mener le chien. Parce que ça implique, comme on en parlait tantôt, un 15 minutes aller, 15 minutes revenir à la maison, on fait notre télétravail, on va rechercher le chien comme un enfant à la garderie. On le ramène, en moyenne, c'est 1 heure de route. Donc moi, à faible coût, pour simplement payer au moins le transport, bien, par défaut, ça amène de l'eau au moulin pour l'auberge aussi, mais ça facilite beaucoup le quotidien des gens. Puis le chien, il y a une valeur ajoutée pour le chien parce qu'on humanise beaucoup les chiens aujourd'hui. C'est correct, c'est un membre de la famille. Mon éducateur canin m'écoute, puis il fait comme « Non, Georges, c'est pas correct. » Salut Pierre-Luc, salut. En fait, c'est que le chien va se reconnecter avec sa nature en venant chez nous parce qu'il n'y a pas ses humains à gérer, il n'y a pas de stress de maison. Il arrive là-bas, il y a simplement sa maison pour les repos imposés aussi parce que le chien ne se brûle pas chez nous. Là. Il y a des parcs pour jouer, c'est encadré, il se promène toute la journée, de l'eau à volonté, les gâteries à volonté, les câlins à volonté. Donc, c'est très bénéfique pour l'être humain, surtout pour le chien. Oui, c'est ça. Surtout pour le chien. Il y en a pour quelques jours après là, à s'auto-réguler. Il se régule lui-même là, en tant que... Oui, parce qu'on sait comment un chien réagit à l'absence de son maître, par exemple, lorsque le maître doit s'absenter, bien, ne serait-ce qu'une heure pour aller faire le magasinage, le chien devient tout excité de... L'anxiété de séparation, ça existe chez les chiens aussi. Oui, hein? On humanise beaucoup nos chiens. On les ignore pas assez. En fait, c'est pas négatif ce que je dis, là. C'est vraiment, ils ont besoin de leur espace, ils ont besoin de un petit peu moins d'attention. Souvent, on va trop donner d'attention au chien. On est trop souvent avec le chien.
La garderie de jour, ce que ça permet... Il y a des marcheurs de chiens que vous pouvez... je n'ai pas de nom à dire, de référence, là, mais ça existe. Tu sais, si vous n'avez pas le temps, durant la semaine au travail, de combler le besoin du chien, là, vous pouvez le combler avec la mastication, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, pour qu'il puisse se dépenser, tu sais, son cognitif aussi. Puis la mastication, c'est très, très épuisant pour le chien. Mais la garderie de jour va combler ça. Va le détacher du maître. Ouais. Tu sais, il va aller jouer avec ses amis. Puis je le vois, moi, dans le autobus, les chiens, dans les premières runs, ils sont craintifs. Ils font comme, c'est quoi ça? Tu sais, tu le vois dans leur gestuelle, tu sais, le visuel, qui sont comme pas trop à l'aise avec ça. Après la première run, ils sautent dans le bus, ils courent. Ils vont vraiment, là, ils ont juste hâte d'aller combler le côté olfactif. Parce qu'un chien va sentir 1 million de fois plus fort que nous. Donc, il sent des choses qu'on ne sent pas. Mais lui, il le sait, là, il a du fun. Tu sais, c'est vraiment stimulant pour lui. C'est tout récent. Ça a été lancé à la fin de l'année passée? En fait, mi-décembre que j'ai commencé. Je suis en rodage parce que j'ai pas vraiment de modèle d'affaires, moi, pour ça. Oui, c'est venu comme ça, puis en fait, d'offrir un service. Ça fait 3 ans que j'y pense, mais j'avais pas l'environnement adéquat parce que je veux un environnement sécuritaire pour les chiens. C'est vraiment safety first chez nous. On veut pas que c'est hermétique, c'est un écosystème. Les gens, il faut qu'ils sonnent pour rentrer à l'auberge. Les parcs, j'ai des parcs, l'équivalent d'un 10 000 pieds carrés sur le turf, là, le tapis gazon synthétique. Donc, les chiens ont de la propulsion, ils ont du confort, ils ont des modules de jeu. Donc, il fallait que l'écosystème soit sécuritaire. Comme quand moi, j'arrive avec les chiens à l'autobus, bien là, ils vont sortir directement, puis tout est sécure, ils vont jouer, ils se dépensent. Puis c'est drôle parce que j'ai les avants dans l'autobus qui sont full excités. Puis comme sur les vidéos TikTok que tu vois de ce monde-là, les chiens sont comme... Ils sont comme vraiment fatigués à la fin. Là, ils cognent des clous, là, puis ils sont comme sur le pilote automatique un peu. Là. Fait que c'est un véhicule sourire. Pour moi, je ne travaille pas dans l'autobus. C'est une job de rêve. Ben oui. Ça prend des responsabilités. Il faut faire ça correctement. Puis c'est vraiment toute bienveillance. Là. Mais ça apporte énormément de belle énergie, les chiens. Là. Vous faites combien de transports par jour? Donc, ça répond aux besoins de combien de personnes? Bien, en fait, là, c'est en démarrage. Hein? C'est en démarrage. Donc, je vous dirais qu'un maximum, quand il y aura à tous les jours un 10-12 chiens, c'est correct. Ça ne sert à rien de remplir le chien à 18 chiens. Le service va juste être moins bon. Je ne m'attends pas à ça. Je m'attends à 10. Là, j'en fais peut-être 4 par jour. Donc, je vais entre 8 et 10 heures le matin, j'envoie une géolocalisation. Les gens, ils suivent sur le téléphone, ils savent que c'est entre 8 et 10. Il y a des gens qui peuvent me laisser une clé, un code. Souvent, les gens ont une caméra à la maison. Donc, ils me voient rentrer, ils me voient prendre le chien, l'amener. Puis là, j'envoie des textos, toutou est à bord. J'arrive à l'auberge juste pour les sécuriser. Ils me suivent avec le géolocalisation, donc ils peuvent me voir où est-ce que je suis rendu. Il y a une fois, ils disent « Ah, t'as arrêté de prendre un café au Tim? » « Ouais, je suis allé... » Fait que, tu sais, je suis très transparent avec les clients. On mise beaucoup là-dessus, sur la transparence. Est-ce que c'est un service qui répond à plus de besoins depuis la pandémie? Parce qu'évidemment, la pandémie, les gens étaient plus à la maison, donc peut-être à des gens, par exemple, qui n'avaient pas d'animaux de compagnie avant la pandémie, ont décidé durant la pandémie, bien, pour se désennuyer, d'aller chercher des animaux de compagnie, ont gardé ces animaux de compagnie-là. Est-ce que ça répond plus à un besoin pour eux? Par défaut, je pense que oui, mais moi, je ne suis pas en mesure de vous dire les vraies statistiques pour ça, parce que le service de pension, nous, ça fait 30 ans qu'on est en affaires, qu'on s'occupe des chiens, services toilettage, pas garderie, là, boutique, nourriture, les trucs à mâcher. Moi, c'est en 2023 qu'on a commencé la pension officiellement. Donc, les gens, c'est un membre de la famille, les chiens. C'est sûr et certain que s'il y a un service dans le coin, puis je parlais à une référence d'une amie qui habite à Saint-Jean, elle a une pension à Saint-Tite. Tantôt, avant l'entrevue, j'y parlais parce qu'elle dit « Peux-tu appeler mon ami, peux-tu t'appeler pour savoir ce que tu fais? » Moi, je ne peux pas être partout, fait que c'est pas un concept unique, là. On pense que c'est unique, mais ça existe déjà. Chaque pension devra avoir son autobus. Le conseil que je peux donner à toutes les gens qui ont une pension, vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir, là, je peux vous donner un genre de blueprint. Là. Moi, je ne peux pas tout faire. Je suis limité dans des heures dans une journée. Je m'occupe de ma clientèle, ma région. Oui, parce que quand même, il faut se limiter à un territoire aussi. Oui, ça ne sert à rien parce qu'il faut donner un bon service. C'est vraiment ça. Donc, justement, je parlais à la personne, puis je lui expliquais, puis c'était pas si compliqué finalement. En fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut simplement oser faire les choses. Puis quand on fait les choses, bien là, on ose le faire. Par défaut, la loi s'implique et tout. Il faut faire ça correctement. Les assurances, la sécurité dans l'autobus, ces choses-là. Fait qu'on crée un protocole, on crée un manuel
du service. Donc, on a déjà des beaux protocoles de créer à l'auberge pour la sécurité. À l'auberge, de toute façon, on a une trentaine de caméras. Là. Toute l'équipe est filmée, 24/7. Il arrive un incident, chose qui arrive vraiment rarement. On peut démontrer aux deux parties, voici, tu sais, l'escarmouche, là, c'est ça qui s'est passé. Là, tu sais. Donc, c'est full sécuritaire. Donc, dur à dire. Je pense qu'il y a plus de chiens après la pandémie, ça, c'est sûr, c'est vrai. Donc, par défaut, oui, je ne fournirai pas. Je pense pas que je vais fournir. Je pense pas. C'est un beau problème. Mais en même temps, les gens, il faut qu'ils réservent d'avance. On a un portail de réservation, toutoubus.com ou aubergecanine.com. Ça s'en va tout à la même place. Super simple. Bon. Vous dites que vous offrez le service d'hébergement depuis 2023. Oui. Donc, avant, c'était une boutique là, spécialisée pour Oui. les animaux et tout ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper d'hébergement? Le besoin, parce que les gens me demandent depuis des années la pension. C'est Caviar, la boutique Caviar, en fait, et l'Auberge Canine, c'est une compagnie familiale depuis 1995. Moi, j'ai repris les parts en 2021. Quand on est tout seul, un petit peu à la barre, on va dans une direction, puis on se fait un schéma, on y va, puis là, je me rends compte, c'est intéressant peut-être la pension, les gens en ont besoin. Ça pourrait peut-être nourrir mon toilettage, nourrir le côté entrepreneur. J'ai fait un sondage. J'ai mis un sondage, une petite liste Excel, au comptoir. Exemple, puis je donne un conseil aux gens, là, ceux qui ont des pensions, peu importe, là, pour savoir c'est quoi le besoin de vos clients, c'est quoi vous avez besoin exactement pour bien fabriquer votre service, pour que ça réponde aussi, que ce soit, ça puisse se parler les deux, là, que ça se rejoigne, soit win-win pour les deux. Puis la question, c'est pas compliqué. Vous avez combien de chiens? C'est-tu un petit, un gros? Combien de jours vous utilisez dans l'année déjà en pension? Puis les gens, souvent, ils me demandaient parce que il n'y en avait pas, ils ne trouvaient pas. Les gens, il n'y avait plus de place, il n'y en avait pas, il y avait un besoin. J'ai créé ça, puis là, j'ai réussi à trouver un endroit, à acheter un endroit, puis à bâtir ça. Bien, bravo pour ça. Je rappelle donc le Toutoubus. Peut-être rappeler les coordonnées pour les gens qui auraient peut-être besoin de vos services. Oui, écoute, super simple. Lorsqu'on va sur toutoubus.com, la description du service, quoi faire pour l'utiliser est toute là. Même le petit lien qu'on clique, on s'en va direct sur le portail de l'auberge, on remplit notre profil. Les vaccins sont importants, c'est obligatoire. C'est tout. Vous faites les demandes sur le site Web, on vous répond rapidement. On suggère une visite. Vous allez pouvoir visiter 100% du bâtiment avec le chien. Il faut que le chien ait son vaccin, évidemment. Mais toutoubus.com, aubergecanine.com, vous allez nous rejoindre super facilement. M. Bourgeois, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à bon vous. Succès. On va espérer que ça fasse des petits ailleurs. C'est gentil, merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.